Bonjour à tous, bienvenue. Alors on va faire un petit test son en premier. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? On va faire un petit rituel. Si quelqu'un peut me dire sur le chat, c'est tout bon apparemment. Ok, super. Alors comme vous pouvez le voir, on est toujours au Muséum Aquarium de Nancy, mais cette fois on a changé, on n'est plus dans les galeries aquarium, on est dans la galerie de zoologie. On fait varier un peu les plaisirs. Et on est aujourd'hui sur une conférence qui est sur la reproduction sexuée, la guerre des sexes, toujours en compagnie de Dominique Chardard, notre maître de conférence à l'Université de Lorraine et directeur scientifique du Muséum Aquarium. Donc comme d'habitude, il y a un petit chat, vous pouvez poser vos petites questions. On y répondra en deux temps, un temps au milieu de la conférence et puis un temps à la fin. Et la prochaine conférence sera le 14 avril sur les déplacements, cette fois-ci sous l'eau. Voilà, je laisse la place à Dominique qui va vous parler donc de la guerre des sexes. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, ravi de vous retrouver pour cette troisième édition des conférences en live, en direct, depuis le Muséum Aquarium. Alors, comme Justine vous l'a dit, on va parler de reproduction encore ce soir, mais cette fois-ci, on va parler de reproduction sexuée. Pour ceux d'entre vous qui avaient assisté à la dernière conférence, on avait parlé de la reproduction asexuée. Alors, on pourrait penser reproduction sexuée, là c'est quelque chose de plus connu, on va avoir des mâles, des femelles qui vont se reproduire. Alors effectivement, mais ce soir, on va essayer de se rendre compte qu'en fait, il existe beaucoup de modalités différentes de se reproduire de façon sexuée. Alors, les exemples que je vais prendre ce soir, je vais les choisir tous chez les poissons. Parce que il se trouve que chez les poissons, on a déjà une très très grande diversité dans les modalités de reproduction sexuée. On va parler donc de sexe et d'investissement des deux sexes dans la reproduction. Alors, nous sommes ce soir effectivement dans la galerie de zoologie et plus particulièrement devant le podium des poissons. On va se servir effectivement de quelques espèces pour avoir un premier aperçu de la diversité dans l'investissement dans la fonction de reproduction. Alors si on regarde tout en haut du podium, vous avez tout en haut le môle commun, qu'on appelle aussi le poisson-lune. Eh bien, ce poisson-lune présente le record de fécondité chez les poissons, puisque une femelle peut pondre en une seule fois 300 millions d'œufs. Il semble, a priori, que ce soit le record de fécondité chez les poissons. Un petit peu plus à droite, vous avez le tarpon argenté, très allongé, avec sa couleur un peu argentée. Voilà le grand qui est tout en haut, ici. Eh bien, lui, c'est pareil, la femelle va pondre en une seule fois une grande quantité d'œufs. Cette fois-ci, c'est près de 12 millions d'œufs. En eau douce, on peut avoir la même chose avec l'esturgeon, cette fois-ci, l'esturgeon d'Europe, que vous avez ici. Alors, l'esturgeon d'Europe qui est bien connu parce que les femelles produisent des œufs qu'on consomme sous le nom de caviar. Eh bien, l'esturgeon d'Europe, alors ça dépend de la taille des femelles, mais les femelles peuvent produire à chaque reproduction entre 300 000 et 2 millions d'œufs. Donc, vous voyez qu'on peut déjà avoir des modalités de reproduction où le nombre de descendants est potentiellement très important. Mais, à l'inverse, on peut avoir des cas où la fécondité est beaucoup plus faible. On va aller sur la droite du podium pour voir le requin marteau planeur. Alors lui,
Ce requin marteau planeur, eh bien, comme d'autres requins, eh bien, il est vivipare. C'est-à-dire que les embryons vont se développer dans les voies génitales de la femelle, un peu comme chez les mammifères. Et ce requin marteau planeur, eh bien, lui, il va avoir des portées qui varient entre 6 et 25 embryons en même temps. On peut avoir le cas extrême d'un autre requin, alors qu'on n'a pas en collection, il s'appelle le requin chagrin. Et là, la femelle va produire un seul ovocyte. Un seul ovocyte, mais qui va être énorme, avec un diamètre qui varie entre 6 et 9 cm, pour un poids de plus de 300 grammes. A priori, on est encore là dans les records, parce qu'il semblerait que ce soit la plus grosse cellule animale connue. Donc, ce premier petit panorama pour vous montrer qu'on a déjà des modalités déjà extrêmes en termes de fécondité. Alors, un petit schéma pour reprendre un petit peu tout ça. Une espèce face à la reproduction va être sous l'influence de deux contraintes qui vont s'opposer. D'un côté, la sélection naturelle va favoriser la reproduction parce que cela va permettre la transmission des gènes, la transmission des caractères. C'est le principe de la reproduction. Et ça, la sélection naturelle va le favoriser. Mais à l'opposé, la sélection naturelle va défavoriser la reproduction lorsque ce coût de reproduction va être trop important. Effectivement, la fonction de reproduction est une fonction qui demande beaucoup d'énergie. Alors effectivement, produire des gamètes, ça demande de l'énergie. Repensez par exemple au requin gris que je viens de citer. Produire une cellule qui pèse 300 grammes, eh bien, ça demande de pouvoir produire toutes les réserves qui vont être stockées dans cet ovocyte unique. Donc ça, c'est un gros investissement énergétique. Il peut y avoir aussi des coûts qui vont être liés, par exemple, à des migrations sur des sites de reproduction. Certaines espèces vont se reproduire uniquement à des endroits bien particuliers. Et donc, ça nécessite aussi de l'énergie. Il peut y avoir aussi des coûts liés aux parades sexuelles, des coûts liés à l'investissement parental, c'est-à-dire c'est les soins que vont apporter les parents à la progéniture. Et donc, la fonction de reproduction est sous cette double contrainte de la sélection naturelle qui favorise la transmission des gènes, mais qui défavorise les coûts trop importants. Et donc, dans la nature, face à ces deux contraintes, eh bien, on voit en gros qu'il y a un petit peu deux stratégies qui s'opposent. Une première stratégie qui va consister à investir sur la quantité des descendants. C'est par exemple le poisson-lune que je vous citais tout à l'heure, l'esturgeon, le tarpon, qui vont produire un très grand nombre de descendants. Ensuite, il va y avoir une très forte mortalité parmi ces descendants, peu importe. Lorsque l'on mise sur la quantité des descendants, eh bien, c'est au prix d'une forte mortalité des jeunes. Du moment que certains survivent pour perpétuer l'espèce, c'est le fonctionnement de cette stratégie. Et à l'inverse, on peut avoir la stratégie inverse qui mise cette fois-ci sur la qualité. Cette fois-ci, on va avoir des modalités de reproduction qui vont favoriser une fécondité beaucoup plus faible, avec un nombre de descendants beaucoup plus faible, mais en revanche, la femelle ou le mâle, voire les deux,
vont s'assurer que ces descendants aient le maximum de chances de survie. Donc, on a des stratégies qui vont miser sur la qualité des descendants, un petit nombre de descendants, mais on va s'assurer que ces descendants aient le maximum de chances de survie, ou alors un grand nombre de descendants, mais sur lesquels on ne va pas beaucoup s'investir, quitte à ce qu'il y ait une très forte mortalité. Alors, où se situe la guerre des sexes là-dedans? Eh bien, alors, première chose, quand les évolutionnistes parlent de guerre des sexes, c'est évidemment une métaphore. Vous n'avez pas le mâle et la femelle qui vont entrer en conflit ouvert et qui vont se battre pour savoir qui va s'investir dans la reproduction. Cette métaphore, en fait, ça illustre le fait qu'on a deux stratégies opposées. Et cette stratégie qui mise sur la quantité ou sur la qualité, eh bien, ça correspond en fait à la stratégie mâle et à la stratégie femelle. Alors effectivement, là, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est des stratégies qu'on observe au niveau des espèces. Mais si on regarde la différence entre les deux sexes, eh bien, on peut faire le même raisonnement. Par quoi se caractérise un mâle? Eh bien, un mâle, il se caractérise par le fait qu'il va produire des gamètes petits, donc peu coûteux à produire, mais en très grand nombre, les spermatozoïdes. On peut s'apercevoir que dans le règne végétal, c'est la même chose. Le mâle, chez les végétaux, il produit des grains de pollen, donc petits, mais en grande quantité. Parce que le but du mâle, si on peut dire, c'est d'avoir le maximum de descendants. À l'inverse, la femelle, elle va se caractériser par le fait qu'elle produit des gamètes beaucoup moins nombreux, mais beaucoup plus gros. Parce que dans ces gamètes, dans ces ovules, il y a beaucoup de réserves. Et donc ça demande un investissement dans la reproduction qui est plus important. Donc la femelle, elle, aura moins de descendants, mais par contre, elle s'investit plus sur la qualité de ses descendants. Et donc, vous voyez qu'on a deux stratégies qui s'opposent. Alors, qui s'opposent, mais qui sont aussi complémentaires entre les deux sexes. On dit que la stratégie mâle aussi, c'est une stratégie tricheuse. Stratégie tricheuse parce que elle ne peut fonctionner que parce que, en fait, le mâle profite de l'investissement de la femelle qui est supérieur. Et c'est comme ça que ça peut marcher, en fait, que si vous avez une complémentarité, finalement, entre ces deux stratégies. Alors, cette opposition entre le rôle de la femelle et du mâle, on peut la retrouver également au niveau de l'investissement parental dans la descendance. Revenons un petit peu à notre podium. Eh bien, vous avez différentes façons aussi de se reproduire de ce point de vue-là dans l'investissement dans la descendance. La plupart des poissons vont relarguer leurs gamètes directement dans l'eau. Donc il y a une parade sexuelle, et puis le mâle et la femelle vont présenter une parade nuptiale, ils vont monter à la surface et ils vont rejeter leurs spermatozoïdes et leurs ovules. Et leur investissement dans la reproduction s'arrête là. La fécondation est externe, les embryons se développent dans l'eau, les larves vont vivre leur propre vie et les adultes n'interviennent plus. Vous avez complètement à gauche le baliste cabri. Alors le baliste cabri, c'est un exemple de poisson qui fait des nids. La femelle va déblayer un trou au fond de l'eau, au fond de la mer, pour y déposer ses œufs. Œufs qu'elle va ventiler, c'est-à-dire qu'elle va, avec ses nageoires, envoyer de l'eau dessus pour les oxygéner et pour les débarrasser de toutes les impuretés qui peuvent tomber sur les œufs. Et pendant ce temps-là, le mâle, lui, va être chargé de la défense du nid en chargeant tout intrus et tout prédateur potentiel. Autre type d'investissement parental, c'est ce qu'on peut trouver dans la famille des Syngnathidae par exemple. Alors, vous avez ici la trompette chinoise. Alors, ce n'est pas directement la trompette chinoise qui nous intéresse ce soir, c'est en fait des cousins, cette trompette chinoise, des cousins que vous connaissez bien, ce sont les hippocampes.
Les hippocampes, eux, eh bien, ils vont s'investir un peu plus dans la parentalité en incubant leurs œufs. Lorsque la femelle pond les œufs, eh bien, ils sont fécondés et ces œufs vont être récupérés et incubés dans une poche ventrale. Et c'est le mâle qui va porter les œufs. Donc, vous voyez que cet investissement parental, il peut être, suivant les espèces, tout à la charge de la femelle ou tout à la charge du mâle, mais il peut être aussi, quelquefois, eh bien, à la charge des deux parents qui vont s'investir de façon à peu près égale dans la reproduction. Alors, vous avez une petite vidéo qui va vous illustrer ça avec l'un de nos pensionnaires. C'est son nom commun, on appelle ça le Mickey, le nom latin c'est Thorichthys Mickey, et c'est un pensionnaire qu'on a dans les aquariums, et la petite vidéo qui va suivre va vous montrer le comportement parental de cette espèce. Nous sommes ici devant l'aquarium du Mickey, qu'on appelle aussi cyclidé à gorge rouge ou cyclidé à gorge de feu. C'est en effet une espèce très reconnaissable à la couleur rouge vif de sa gorge. Dans cette espèce, les mâles et les femelles forment des couples qui défendent leur territoire contre les intrus. Ce comportement de défense consiste en des allées et venues en face de l'intrus, en déployant la gorge rouge de façon à paraître plus impressionnant. C'est un comportement que l'on peut observer dans cet aquarium avec un peu de patience. Vous pourrez observer le plus gros des mâles, souvent au centre de l'aquarium, en train d'intimider ses congénères. Il s'agit également d'une espèce où les soins parentaux sont très développés. Le mâle et la femelle se relaient pour défendre la ponte contre les intrus et contre les prédateurs, et ils se relaient également pour ventiler la ponte. Par des mouvements de nageoires, ils envoient de l'eau sur les œufs de façon à les oxygéner et de façon à éviter que les sédiments ne se déposent dessus. Une fois les larves écloses, les parents vont ensuite les transporter dans un trou et les surveiller encore pendant 4 à 5 jours. Et par la suite, les jeunes vont nager et se nourrir sous la surveillance des parents qui les guident dans leur déplacement. Ce n'est qu'à la taille d'environ 1 cm que les jeunes quitteront ensuite définitivement leurs parents. Je passe, j'y vais. Alors, nous voilà revenus en direct. Et cette fois-ci, on est dans les galeries d'aquarium pour vous montrer quelques-uns de nos pensionnaires. Différent entre la femelle. Et que la sélection a pu favoriser, a pu sélectionner, la sélection naturelle a conduit à la mise en place de tout un tas de modalités de reproduction différentes suivant les espèces. Alors, une solution pour régler un petit peu ce conflit entre l'investissement mâle et femelle, eh bien, c'est d'avoir des individus qui sont à la fois mâles et femelles. C'est ce qu'on appelle des individus hermaphrodites. Et là, effectivement, chez les poissons, on trouve beaucoup d'espèces hermaphrodites. Alors, c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Par exemple, les escargots sont bien connus pour être des espèces hermaphrodites, les vers de terre également. Eh bien, c'est quelque chose qui existe aussi chez les poissons. Alors, on peut distinguer différentes modalités dans l'hermaphrodisme.
quand on s'intéresse voilà, aux escargots et aux vers de terre, eh bien, on a affaire à des individus qui sont à la fois mâles et femelles en même temps. Alors ça, chez les vertébrés, c'est extrêmement rare. Mais c'est quelque chose que l'on trouve chez certaines espèces de poissons. Et en particulier, dans un groupe qui est bien connu pour ses représentants hermaphrodites, c'est le groupe des Serranidés. La famille des Serranidés, c'est la famille qui contient notamment toutes les espèces de mérous. Nous sommes ici précisément devant l'aquarium du mérou. Alors, on vient de lui faire peur un petit peu, donc il s'est recroquevillé dans son coin, mais il va sans doute ressortir dans quelques instants. Le voilà qui revient. Eh bien, l'espèce que vous avez ici, c'est une espèce hermaphrodite. Alors, je vous disais qu'il existe différents types d'hermaphrodisme. On peut avoir, eh bien, comme chez les vers de terre et les escargots, des hermaphrodites qu'on appelle synchrones, c'est-à-dire qui sont mâles et femelles en même temps. Alors, ce n'est pas le cas directement de cette espèce, c'est le cas d'autres espèces de mérous, mais qu'on n'a pas ici comme pensionnaires dans nos aquariums. Alors, regardons d'un petit peu plus près le cas de ces hermaphrodites synchrones. Ah, c'est revenu. Bon. Alors, un petit problème technique qu'on a perdu pendant quelques dizaines de secondes la connexion. Donc, a priori, ça semble revenu. J'ai un doute. Bon, jusqu'à maintenant, ça s'était bien passé. Il fallait bien qu'à un moment, on ait un problème technique. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. C'est bon. Ah, j'ai pas l'impression là. Ah. C'est bon. Ok. Bien, alors, on me fait signe qu'a priori, on a retrouvé la connexion. Donc, a priori, on peut reprendre le fil de notre discours. Alors, je ne sais pas trop, du coup, où est-ce que ça a coupé. Donc, je vais reprendre sur notre mérou. Donc, je vous disais qu'il existe différents types d'hermaphrodisme et on peut avoir, même si c'est très rare chez les vertébrés, ça existe chez certaines espèces de poissons, en particulier chez certaines espèces de mérous, des hermaphrodites qui sont synchrones, c'est-à-dire qui sont en même temps mâles et femelles. Alors, ça veut dire que eh bien, ce sont des individus qui présentent ce qu'on appelle des ovotestis, c'est-à-dire des glandes génitales qui sont à la fois mâles et femelles. Ce sont des gonades où il y a une partie qui va produire des ovules et une autre partie qui va produire des spermatozoïdes. Et l'individu peut rejeter les deux types de gamètes au même moment. Alors, il faut éviter que ça arrive parce que l'autofécondation, c'est-à-dire si l'individu se féconde lui-même, si un individu féconde ses ovocytes par ses propres spermatozoïdes, ça c'est très défavorable parce que ça équivaut à de la consanguinité extrêmement poussée. Vous savez tous les problèmes que pose la consanguinité. Alors comment est-ce que
comment est-ce que font les individus de ces espèces hermaphrodites synchrones pour savoir s'ils doivent émettre du sperme ou des ovules. Eh bien, tout ça est très codifié. Si on regarde donc ces espèces hermaphrodites synchrones, eh bien, on s'aperçoit qu'elles peuvent former des couples. On dit qu'elles sont monogames. Hein, vous avez deux individus, et chaque individu va jouer alternativement le rôle du mâle et de la femelle. Donc, on va avoir des périodes de frai, des périodes d'émission des gamètes, où l'un des individus va présenter un comportement qu'on appelle un comportement d'invitation au frai, hein, avec une nage tout à fait particulière, qui est le signe que l'individu est prêt à émettre des ovules. À ce moment-là, les deux individus vont se rejoindre. L'individu A émet ses ovules et l'individu B va émettre des spermatozoïdes. Et là, on a une première phase. Quelque temps après, les deux individus vont se rejoindre à nouveau et il va y avoir une inversion des rôles. L'individu B, cette fois-ci, va émettre des ovules et l'individu A va jouer, cette fois-ci, le rôle du mâle. Et on peut avoir ainsi jusqu'à 9 phases successives d'émission des gamètes. En fait, lors de la première phase, l'individu qui joue le rôle de femelle n'émet pas tous ses ovules, il en émet une partie. Et puis ainsi de suite, avec des changements de rôle. Alors, on pourrait se dire, du point de vue évolutif, mais est-ce qu'il n'y a pas des tricheurs finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un individu, puisque c'est plus avantageux d'être mâle, puisqu'on va s'investir moins dans la reproduction, puisque produire des ovocytes, c'est plus coûteux, ça demande plus d'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas des mâles finalement qui vont profiter de son fonctionnement pour n'émettre que des spermatozoïdes? Eh bien en fait que ça, on se rend compte que ça n'arrive pas, parce que lors d'une première phase, on a les deux rôles qui sont déterminés. Et à la deuxième phase, si le même individu tente d'émettre à nouveau des spermatozoïdes, eh bien à ce moment-là, ça va stopper net le comportement de parade. Et donc ce type de comportement tricheur, finalement, ne va pas être sélectionné parce que de tels tricheurs auraient finalement très peu de descendants, puisque ce type de comportement aboutirait finalement à des accouplements qui avorteraient très rapidement. Et donc c'est ce mécanisme, ce garde-fou qui permet de maintenir l'espèce dans cet état d'hermaphrodisme synchrone. Alors on peut avoir aussi des hermaphrodites successifs. Alors cette fois-ci, les hermaphrodites successifs, ce sont des espèces où les individus sont d'un sexe, puis d'un autre. Alors, on va changer d'aquarium et on va aller vers l'aquarium de la girelle à tête bleue. Excuse-moi, je viens de couper, j'essaie de réactiver. On va aller donc vers l'aquarium de la girelle à tête bleue. Il s'agit d'une espèce qui est hermaphrodite protogyne. Alors, hermaphrodite protogyne, ça veut dire que les individus sont d'abord femelles, puis, à un moment de leur vie, ces individus peuvent présenter une inversion sexuelle et se transformer en mâle. Alors, nous sommes ici devant l'aquarium de la girelle à tête bleue. Alors, malheureusement, c'est une espèce qui est assez timide et elle est souvent planquée. Alors vous avez le poisson chauve-souris qui est en bas à droite, là on aura l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine conférence, mais malheureusement je ne vois pas la girelle, elle doit être planquée derrière les rochers. Alors bon, à ce moment-là, vous en avez une petite illustration ici sur le présentoir. Donc voilà, la girelle à tête bleue, alors ça fait partie de la famille des labridés. Chez les labridés, il y a beaucoup d'hermaphrodites. Alors c'est chez la girelle à tête bleue que on a mis en évidence le mécanisme en fait neuro-hormonal
qui déclenche l'inversion sexuelle. Parce que comment ça se passe pour le changement de sexe? Eh bien en fait, les individus sont sensibles à certains stimuli de l'environnement qui vont être captés par les yeux, mais également par les récepteurs olfactifs. Donc il y a des détections de stimuli visuels et de stimuli également olfactifs. Ces stimuli olfactifs et visuels vont être intégrés par le cerveau qui va sécréter ce qu'on appelle des neuropeptides qui vont agir sur l'hypophyse, et l'hypophyse va sécréter des hormones qui vont agir sur les gonades. Et ce sont ces hormones qui vont provoquer le changement de sexe. Alors on a mis en évidence chez la girelle à tête bleue, si on injecte ces fameux neuropeptides à des femelles, eh bien on s'aperçoit qu'on provoque le changement de sexe. Donc c'est chez la girelle à tête bleue qu'on a mis en évidence en particulier ce mécanisme physiologique d'inversion du sexe. Alors je vais jeter un dernier coup d'œil, voir si la girelle voulait bien se montrer, mais voilà, comme toutes les grandes stars, elle est timide. Alors, en quoi consistent ces fameux stimuli de l'environnement? Eh bien en fait, ce sont des stimuli sociaux. Alors, nous avons ici, devant cet aquarium, un autre exemple d'hermaphrodite, hermaphrodite protogyne, avec le barbier rouge que vous avez ici. Alors, hermaphrodite protogyne, c'est-à-dire que les individus sont d'abord femelles, puis ils sont susceptibles de s'inverser en mâle. Alors, vous avez au fond ici un petit groupe de 4 individus, avec 3 femelles et un mâle. Alors le mâle est le tout premier là devant nous. Alors on le reconnaît parce qu'il est un tout petit peu plus gros que les autres. Il est aussi un petit peu plus coloré, un petit peu plus sombre, un petit peu plus rouge. Et puis si vous regardez sa nageoire dorsale, vous voyez qu'il a le premier rayon est allongé en filament. Alors ça c'est un caractère, c'est caché, c'est un caractère qui permet de distinguer le mâle de la femelle. Ah ben, le voilà qui revient. Voilà. Et là, on voit bien son filament, un caractéristique du mâle. Donc, là, en fait, on est à une phase de la vie de cet individu où il est sous sa phase de mâle. Alors, je vous disais que ce sont des stimuli sociaux. Alors, en effet, très souvent, les hermaphrodites protogynes vivent en groupe constitué d'un harem de femelles avec un mâle dominant. Et c'est le mâle dominant qui, par son comportement un peu agressif, par son comportement de dominance, va maintenir en fait les autres individus au stade de femelle. Et c'est chez le barbier rouge, c'est chez cette espèce, que l'on a mis en évidence l'influence des facteurs sociaux. Effectivement, si ce mâle vient à disparaître, soit de mort naturelle, soit sous la dent d'un prédateur, ou si expérimentalement on l'enlève, eh bien, on s'aperçoit que c'est la femelle la plus âgée, la plus grosse, qui va le remplacer. Et cette femelle la plus âgée va présenter une inversion du sexe. Alors chez d'autres espèces, on a mis en évidence que c'était un phénomène très rapide. C'est-à-dire que expérimentalement, alors chez d'autres espèces hermaphrodites protogynes, on a fait l'expérience suivante, c'est que si on enlève le mâle, eh bien on s'aperçoit que la femelle la plus âgée présente en quelques heures, si je me souviens bien, c'est en 3 à 4 heures, un changement de comportement. Dès que le mâle disparaît, la femelle la plus âgée va montrer un comportement de dominance. Et elle va devenir un peu plus agressive envers les autres congénères, et c'est ainsi qu'elle va maintenir finalement les autres hermaphrodites sous leur forme femelle. On a même montré que si on enlève le mâle au moment de la reproduction, au moment de l'émission des gamètes, eh bien la femelle va remplacer le mâle, et les autres femelles vont pondre quand même,
parce qu'elle pense être en face d'un mâle, sauf que cette femelle qui vient de prendre la place du mâle, eh bien, elle est encore incapable de féconder les œufs. Donc les œufs ne seront pas fécondés. Mais du point de vue du comportement, elle a déjà remplacé le mâle. L'inversion sexuelle, elle demandera un peu plus de temps, hein. Alors chez le barbier, ça demande entre 2 et 4 semaines. Hein. Et ça, c'est le temps à peu près classique, hein, pour une inversion sexuelle complète, avec donc l'individu, hein, qui va vraiment passer du stade femelle capable de pondre au mâle, hein, capable d'émettre, hein, des spermatozoïdes. Le troisième type d'hermaphrodisme, c'est encore un hermaphrodisme successif, mais cette fois-ci, c'est l'hermaphrodisme protandre, où là, eh bien, c'est l'inverse, les individus sont d'abord mâles, puis ensuite femelles. Alors c'est un peu plus rare, hein, c'est l'hermaphrodisme protogyne qui est le plus répandu, hein, chez les poissons. Hein. Vous avez beaucoup de mérous, hein, vous avez beaucoup de labridés. C'est très répandu également chez les poissons anges, hein, pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux poissons. Hein. Par contre, l'hermaphrodisme protandre, lui, est un peu moins répandu. Hein. Comme exemple, hein, vous avez la dorade royale, par exemple, hein, qui est un hermaphrodite protandre. Mais le cas le plus célèbre, c'est le poisson clown. Et plus exactement, hein, c'est le groupe des poissons clowns, hein, puisque ça concerne plusieurs espèces, hein, parmi les poissons clowns. Alors ici, nous avons effectivement des poissons clowns. Alors celui qui nous intéresse, ce n'est pas forcément le gros qui est là, hein, ce sont les petits poissons clowns que vous avez tout en haut, là, proche de la surface. Hein, ils sont tout au fond parce qu'ils sont encore assez jeunes. Et donc, ils sont un peu dominés, hein, par l'autre espèce de poisson clown. Alors, c'est Amphiprion ocellaris, hein, c'est le poisson clown le plus célèbre, hein, c'est le fameux Nemo que l'on connaît bien au cinéma. Eh bien, ça, c'est une espèce hermaphrodite protandre. Alors, comment est-ce que ça fonctionne du point de vue social? Eh bien, on va trouver des points communs avec le barbier rouge, sauf que les rôles sont opposés. Les poissons clowns vont vivre en structure sociale composée d'un individu femelle, qui cette fois-ci va être l'individu dominant. On va avoir ensuite un mâle reproducteur, puis d'autres individus qui sont mâles, mais on appelle ça des mâles secondaires. On dit aussi des mâles satellites, parce que ces mâles ne sont pas encore fertiles. Leur hiérarchie sociale fait qu'ils ne vont pas participer à la reproduction. Et puis dans le groupe, on peut avoir également des juvéniles, hein, qui ne sont pas encore matures sexuellement. Et on va avoir, hein, le même type de relation. Hein, c'est la femelle qui exerce les relations de dominance. Et si cette femelle vient à disparaître, eh bien, c'est le mâle reproducteur qui va présenter une inversion sexuelle pour la remplacer. Et ensuite, on va avoir un bouleversement de la hiérarchie au sein des mâles. Hein. C'est le second mâle dans la dominance, hein, qui va accéder au statut de reproducteur, hein, pour féconder la femelle. Donc, vous voyez que la guerre des sexes, hein, ça peut s'entendre à différents niveaux. Hein, c'est des relations entre le sexe mâle et le sexe femelle dans la reproduction. Ça peut concerner les différences d'investissement dans la reproduction, quand il s'agit d'investissement parental. On peut avoir, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, des espèces où les deux parents vont s'investir de façon équitable dans l'investissement parental, d'autres cas où tout est à la charge de la femelle, et d'autres cas où tout est à la charge du mâle. Mais on peut avoir aussi, hein, cette guerre des sexes, hein, qui est régulée par des phénomènes d'hermaphrodisme et des phénomènes d'hermaphrodisme successifs avec des inversions sexuelles. On peut même avoir des cas, je vous ai dit, la diversité est pratiquement infinie, hein, chez les poissons. On a même des cas, là
c'est beaucoup plus rare, hein, c'est encore plus tarabiscoté, hein, ce sont des hermaphrodites qui peuvent changer de sexe, mais plusieurs fois au cours de leur vie, et dans n'importe quelle direction. Où là, finalement, ce problème de guerre des sexes est régulé par, finalement, des interactions sociales qui vont déterminer, c'est celui-là qui va être mâle, celui-là qui va être femelle, en fonction, justement, des interactions sociales au sein du groupe. Voilà pour notre conférence de ce soir, hein, sur les modalités de la reproduction sexuée et plus particulièrement, hein, la guerre des sexes au niveau de la reproduction. Mais je le précise, hein, c'est bien sûr une métaphore. Alors, on va passer aux questions. Alors, je regarde un petit peu parce que là, il y en a quelques-unes qui arrivent. Le public a été plutôt timide aujourd'hui, mais on a une question de Emma qui dit: est-ce que chez les animaux hermaphrodites, on rencontre plus d'hermaphrodites successifs ou de synchrones, ou les deux types sont autant présents l'un que l'autre dans la nature? Alors, ça va dépendre des groupes d'animaux. Si on s'intéresse aux gastéropodes, par exemple, hein, le groupe des escargots, eh bien là, la grande majorité, c'est l'hermaphrodisme synchrone. Par contre, dans d'autres groupes, c'est relativement rare, hein. L'hermaphrodisme synchrone, ça peut être très répandu dans certains groupes, mais ça va être localisé à des groupes bien particuliers. Parce que de façon générale, dans le règne animal, c'est relativement rare parce qu'il y a toujours le danger de l'autofécondation. Alors, l'hermaphrodisme synchrone peut être intéressant dans certains cas particuliers. Ce sont des cas, des espèces où en fait il y a une densité très faible d'individus. Et pour rencontrer un individu du bon sexe, quelquefois ça peut être assez compliqué. Et donc là, l'hermaphrodisme peut être une bonne solution. C'est-à-dire que quand on rencontre un individu de la même espèce, il n'y a pas ce problème de quand on est un mâle, on cherche une femelle, ou vice-versa. Il suffit de rencontrer un autre individu. Et dans certains cas extrêmes, si l'individu ne rencontre personne, eh bien la dernière solution, ça peut être l'autofécondation. Mais ça sera toujours la dernière extrémité. Donc ça, ce sont des choses que l'on observe chez des espèces, hein, qui vont avoir des densités de population très très faibles. Mais sinon, en général, l'hermaphrodisme synchrone est relativement rare, hein, en particulier chez les vertébrés, hein. L'hermaphrodisme, c'est pas très très fréquent chez les vertébrés, on le trouve beaucoup chez les poissons, mais l'hermaphrodisme synchrone, hein, chez les poissons, c'est plutôt les cas particuliers, hein, c'est quelques espèces. Alors ensuite, on a quelques désillusions par rapport à Nemo, hein. On a oui. Poulpi le Poulpe qui nous dit donc Nemo n'est pas scientifiquement plausible, voilà. Ensuite, on a une question de Rolurix qui dit: vous avez présenté au début de la conférence le poisson lune qui peut pondre des milliers d'œufs, il me semble. Est-ce que tous les œufs sont fécondés? Sinon, comment ça se fait étant donné la présence des milliers de spermatozoïdes dans le sperme? Alors oui, un petit commentaire sur Nemo. Bon, effectivement, oui, Nemo, scientifiquement, lorsque la mère disparaît, malheureusement, au début du film, en principe, le papa devrait s'inverser en femelle. Bon, après, ça, c'est les besoins du cinéma, hein. Mais scientifiquement, voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Alors, pour la question du poisson lune, effectivement, donc la fécondité est extrêmement importante chez le poisson lune, hein, ce sont des millions d'œufs qui sont pondus. Et là, ça fait partie de cette stratégie de produire un très grand nombre de gamètes. Parce que la fécondation, elle va se réaliser un peu au hasard. Alors, pour maximiser les chances de fécondation, les individus vont émettre leurs gamètes au même moment. C'est pour ça que même si la fécondation est externe, il y a quand même des histoires de parade sexuelle où le mâle et la femelle, hein, alors il peut y avoir après des histoires de compétition entre mâles pour l'accès à la reproduction, mais une fois qu'un couple est formé, ils vont entamer une danse nuptiale où ils vont nager autour de l'autre pour former un espèce de tourbillon de courant, et en même temps, ils émettent leurs gamètes. Et donc, par leur mouvement,
eh bien, il va y avoir une sorte de mélange, en fait, des ovules et des spermatozoïdes pour favoriser au maximum les chances de fécondation. Maintenant, il est sûr que sur la très grande quantité d'œufs qui sont ainsi relâchés, il est certain que tous ne seront pas fécondés. Mais ça fait partie de cette stratégie qui mise sur la qualité. On relargue un très grand nombre de gamètes et il n'y en a qu'un certain nombre qui seront fécondés, un certain nombre qui arriveront à éclore, un certain nombre qui arriveront au stade de larve et un certain nombre encore plus faible qui arrivera au stade d'adulte, avec à chaque fois forcément un écrémage. C'est sûr que lorsque vous avez comme ça une fécondation externe, eh bien, les gamètes, les œufs, les embryons puis les larves sont directement dans l'eau de mer et ils sont à la merci de n'importe quel prédateur. Même les tout petits, même les organismes planctoniques, les œufs, les embryons de poissons, ça fait partie de la base de la chaîne alimentaire dans le plancton. Les organismes un peu plus gros dans le plancton vont se nourrir de ces embryons, de ces larves. Et donc, évidemment, il y a une très forte mortalité. Ensuite, on revient, il y a eu une petite question qui a été posée par rapport à la question d'avant, qui dit donc hermaphrodisme synchrone égale pas de sélection sexuelle. C'est pas forcément aussi simple. Alors pour ceux qui connaissent pas, la sélection sexuelle, c'est quand en fait il y a un choix du partenaire. Et souvent c'est un choix qui est assuré par la femelle. La femelle, quand on s'intéresse à des espèces où les sexes sont séparés, des individus mâles et des individus femelles, il peut y avoir une sélection sexuelle dans le sens où la femelle va choisir le mâle avec qui elle va s'accoupler. Une sélection qui va s'effectuer sur la base de différents critères portés par le mâle. Ça, c'est la sélection sexuelle. Et donc, du coup, la question, c'est, mais finalement, quand les deux individus sont à la fois mâle et femelle, il ne peut pas y avoir de sélection sexuelle. Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, comme les deux individus sont à la fois mâle et femelle, il ne va pas y avoir de sélection de l'autre sexe. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il peut y avoir un accès différent des individus à la reproduction. Reprenons le cas du mérou de tout à l'heure, où je vous disais, bon, c'est un hermaphrodite synchrone, ils forment des couples, et les couples vont, en quelque sorte, c'est un peu imagé, mais ils se mettent d'accord, tu émets tes spermatozoïdes, j'émets mes ovules, on change de rôle, etc., etc. Et puis à côté, il peut y avoir des individus plus jeunes, qui n'ont pas forcément accès à la reproduction, parce qu'ils n'ont pas forcément le partenaire, parce qu'il faut que les couples s'établissent. Et à ce moment-là, ces individus, c'est un peu une sorte de sélection. Alors, on observe des comportements assez curieux. On pourrait parler pendant très longtemps de ces problèmes de reproduction sexuée. On observe dans ce cas-là des comportements en fait de fécondation pirate. On appelle ça, en langage scientifique, de la kleptogamie. C'est-à-dire que lorsque le couple légitime se réunit et émet ses gamètes, eh bien, vous pouvez avoir des individus un peu satellites qui n'ont pas de partenaire, qui vont en profiter et qui vont débarquer du fond de l'eau très rapidement pour rejoindre le couple qui est en train d'émettre ses gamètes. Et cet individu un peu satellite, un pirate, va en profiter pour relarguer ses spermatozoïdes et tenter de féconder la femelle du couple officiel. Donc ça, c'est un peu une forme de sélection avec les individus qui n'ont pas forcément le statut de reproducteur parce qu'ils ne sont pas forcément en couple, qui vont essayer d'aller contre cette sélection par ces comportements. Donc ça s'appelle de la kleptogamie. Alors c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux hermaphrodites, c'est quelque chose que l'on observe aussi couramment chez les poissons à sexe séparé. Lorsque vous avez un couple qui se forme, un couple officiel,
qui va émettre ses gamètes, eh ben, vous pouvez avoir des petits mâles un peu parasites, des petits mâles satellites qui en profitent et qui vont montrer ce comportement. Ben voilà, je pense que c'est bon pour nous. Très bien, ben, merci de vos questions. Merci à tous. Je vais enlever ça. Merci à tous d'avoir suivi cette 3e conférence. Donc, comme je vous le disais, on reviendra le 14 avril avec quelque chose que vous pourrez encore un peu plus voir, puisque ce sera sur le déplacement des poissons. Donc là, on sera vraiment directement dans le concret. Toujours avec Dominique et Franck qui est derrière la caméra. Merci à tous. On commence à reconnaître un peu les pseudos de ceux qui se connectent et des adeptes. Donc, ça fait plaisir et merci pour vos questions. Et puis, bonne soirée.